Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où je présenterai des batailles iconiques de la France sous l'Ancien Régime. Aujourd'hui, nous parlerons de la bataille de Bouvines. En 1214, la France a retrouvé sa gloire d'antan. Le roi Philippe Auguste a reconquéri la majorité des terres françaises possédées par les Anglais. Il ne leur reste plus qu'une petite partie de l'Aquitaine. De plus, une grande partie des terres conquises a été rattachée au domaine royal. Le roi est donc pour la première fois de l'histoire de la monarchie capétienne le seigneur le plus puissant du royaume. Mais tout ne pouvait pas se passer aussi bien. Les voisins de la France ont peur de son expansion. Ils ont peur de sa puissance, ils ont peur de la France. Ainsi, une vaste coalition regroupant le Saint-Empire romain germanique, le comte de Flandre, le comte de Boulogne, ainsi que le revanchard Jean sans Terre, se sont liés contre la France pour la défaire. Le roi a lui comme allié le duc de Bourgogne et le comte de Dreux. Grâce à l'Ost, qui permet de réunir des milices volontaires dans les villes alentours, la France a pu lever près de 15 000 troupes, dont 1500 chevaliers. Les coalisés, quant à eux, ont réuni près de 18 000 troupes, dont 6 000 chevaliers. Alors que la majorité de l'infanterie française sont des milices communales, donc absolument pas des troupes professionnelles, les troupes coalisées, elles, ont beaucoup d'hommes professionnels, dont les lanciers teutons, qui feront des ravages sur les rangs français. La France avait donc l'infériorité numérique et qualitative. La bataille semblait perdue d'avance. Nous voilà donc le 27 juillet 214, près de la commune de Bouvines. Bien qu'ayant défait les Anglais à La Rochelle, l'armée coalisée dirigée par l'empereur du Saint-Empire romain germanique est toujours bien supérieure à la France. Mais le 27 juillet est un dimanche, et on ne combat pas un dimanche. Philippe Auguste retranche donc à côté du fleuve. Mais ce n'est pas ce que se dit l'empereur. Après tout, il a déjà été excommunié. Il lance donc une offensive contre l'armée française, qu'il croit désorganisée. Mais c'est en fait une armée en position défensive qu'il trouve. L'armée se prépare au choc. L'effort des coalisés est concentré sur le centre, avec les fameux lanciers de thon pour essayer de capturer le roi. À l'aile gauche, la cavalerie lourde française a fait une charge dévastatrice sur l'ennemi, qui a anéanti leur aile. Par contre, sur l'aile droite, c'est l'inverse qui se passe. L'aile est sur le point de s'effondrer, mais grâce à l'évêque de Beauvais, d'un coup de masse, il tue le commandant anglais. Les troupes anglaises, sans chef, fuient alors, mais au centre, les lanciers de thon ont réussi à enfoncer nos rangs. Les troupes françaises combattent certes avec bravoure, mais les milices communales ne peuvent rien faire face aux lanciers de thon. Notre roi est alors encerclé d'ennemis, sa garde est loin devant, et après un coup de lance, il tombe de son cheval. Ses chevaliers font alors barrage de leur corps pour protéger le roi. L'oriflamme est agité pour rappeler au secours la garde royale, qui arrive heureusement in extremis, sauvant la vie du roi. Il remonte alors sur son cheval, dégaine son épée et fonce sur l'ennemi, avec l'armée réorganisée. Le regain de morale brise le centre ennemi. C'est alors au tour d'Ottokar d'être séparé de sa garde, mais au lieu de combattre, il choisit de fuir le champ de bataille. Ses troupes font alors de même. En tout, alors que la France attendait à une bataille extrêmement coûteuse, elle perd environ 1000 hommes, et autant pour l'ennemi. Par contre, la France repart avec une prime de 9000 prisonniers. Mais les conséquences de cette bataille ne s'arrêtent pas à une victoire. L'empereur Ottokar perd sa couronne, Ferrand de Flandre passera 15 ans en prison, ce qui calmera les ardeurs indépendantistes du comté de Flandre. Jean sans Terre a dû signer le traité de Chinon, qui affirmait la reconquête des territoires pris aux Anglais, et à son retour en Angleterre, il a dû signer la Grande Charte, qui donnait beaucoup de pouvoir aux barons, ce qui a grandement affaibli la monarchie anglaise. Mais par-dessus tout, cela a sauvé la France de la destruction, a renforcé la monarchie capétienne, et surtout, ce fut la naissance du premier sentiment national. Pour la première fois, face au danger, les chevaliers et les milices, donc le peuple, s'étaient unis pour défendre la France. C'est à ce moment-là que l'idée d'une nation française a commencé à germer dans les esprits. Vive Dieu, vive la France et vive le roi.